Fidèles téléspectateurs de la chaîne panafricaine Afrique Info TV, aimables lecteurs du quotidien en ligne infogrip.com, vous faites bien de nous préférer. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation poursuit son programme d'assainissement de l'échiquier politique guinéen. Il y a quelques jours, des partis politiques ont reçu leur habilitation de fonctionner. D'autres sont mis en observation. Une troisième catégorie appelée à fermer portes et fenêtres. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le président de l'UMP, Union pour un mouvement populaire, avec Boubacar Sidi Diallo, honorable, ancien commissaire du CNT version capitaine Moussa Dadis Camara et général Sekouba Konaté. Nous allons aborder la question des critères qui ont prévalu à cette décision du ministère de tutelle. Honorable, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me l'avoir demandé. La première question, c'est de vous demander comment se porte l'UMP, votre parti, aujourd'hui. L'UMP se porte très bien. On a une santé, comme on dit, de fait. Et on vient d'avoir le diagnostic du médecin, qui est le MATD, qui nous a donné notre certificat médical et qui nous dit qu'on est en très bonne santé. Quel est votre secret? Parce que vous avez réussi là où des grands partis entre guillemets, ont échoué. Voilà, je crois que la définition du terme grand doit d'abord être faite. La grandeur, elle est relative. Albert Einstein nous a aidés à savoir qu'il y a la théorie de la relativité. Ce qui vous paraît grand peut me paraître petit ou nain. La grandeur d'un citoyen ou d'une institution, c'est sa capacité d'être conforme à la loi, à une norme, à une morale, à une éthique. C'est ça la grandeur. Tous les partis politiques dont les activités sont conformes aux lois de la République et à leurs propres textes sont des très grands partis. On vient de le confirmer. Le seul secret, c'est d'avoir la volonté d'être un exemple, un outil, un instrument au service du peuple. Et pour ça, il faut inspirer confiance, il faut être donc conforme à la norme suprême qui est la Constitution et aux lois organiques qui réglementent chaque secteur. Nous avons souscrit d'être des politiques, de diriger ce pays, d'inculquer la morale et les vertus d'une république telle que nous la souhaitons. Alors, la première étape pour montrer au peuple le respect et notre détermination à aller dans une aventure à destination infinie et inconnue, c'est d'être conforme aux normes et à l'éthique. C'est ce qu'on a fait, c'est tout le secret. À ce niveau, il y a un paradoxe, je crois, qui est estampillé guinéen. Sur l'échiquier politique guinéen, on remarque que beaucoup d'acteurs politiques ne souffrent pas d'être contrôlés, d'être évalués. Pourtant, ils aspirent à gouverner la République. Ils ont des difficultés à appliquer leurs propres textes. Ils se sont retrouvés, ils ont élaboré des statuts et règlements intérieurs. La mise en œuvre de ces textes pose problème. Quand tu les prends à défaut par rapport à cette question, ça crie partout. Comment expliquez-vous ce paradoxe guinéen? Parce que rien n'est bâti sur un idéal. Un politicien doit être d'abord un homme d'État avant de vouloir s'engager dans une aventure à conquérir le pouvoir suprême. Lorsque vous avez un objectif qui est celui de servir les autres, la première vertu, c'est d'accepter la transparence. Vous ouvrir aux autres et leur permettre de voir le reflet de ce que vous voulez leur vendre en vous et sur eux. Mais lorsque vous gardez une opacité et vous refusez cette transparence, mais vous avez des problèmes. Les partis politiques aujourd'hui, ils travaillent plus dans une satisfaction d'un besoin d'une personne ou d'un groupe que la satisfaction de l'intérêt général. Vous violez des lois, vous vous battez où il fallait parler, vous vous insultez où il fallait se taire, vous dénigrez où il fallait accompagner. Vous voulez combattre celui qui dirige les destinées du pays quand il a le pays dans ses mains.
Et il y a une seule chose, un seul qui donne ce pouvoir suprême, c'est Dieu. On est tous croyants et on a tous connu ce passage du Coran et de la Bible. Toutes les croyances révélées sont unanimes sur un point, c'est Dieu qui est le plus fort. C'est lui qui donne la force et le pouvoir. Mais en même temps, dans l'exercice de ça, dans la politique, on refuse d'admettre ce principe-là. Et on refuse de respecter les lois de la République. De toute façon, le principe universel de la démocratie voudrait qu'il y ait compétition et débat d'idées. Donc, ce qui n'existe pas ici. Le monopole, le monolithisme n'est pas admis en démocratie. Ouais. Voulez-vous dire que tous ceux qui s'opposent à l'État sont défaillants, sont fautifs? Non. On peut s'opposer à l'État. Par exemple, aujourd'hui, l'exercice auquel le ministère de l'administration nous soumet, c'est et nous et eux. Oui. Le ministère lui-même, il se remet au pas. Pourquoi? Oui. Parce que le ministère, la Constitution a fixé les paramètres dans lesquels on peut librement constituer un parti politique. Oui. Et la Guinée est un pays à multipartisme intégral. Donc, il n'y a pas de limitation du nombre de partis. Non. Le ministère, depuis une dizaine d'années, a limité l'octroi des agréments, a même refusé. C'est une violation d'une loi constitutionnelle et de la Constitution elle-même. Et même quand les gens déposent les demandes d'agrément et que la justice les rétablisse par une décision de justice, le ministère a refusé d'obtempérer aux décisions de la justice. Oui. Donc ils étaient dans l'illégalité totale. Ils nageaient dans l'illégalité totale. Comme les partis politiques, il y a eu des partis qui n'ont pas de vrais agréments. Il y a eu des partis qui ont compéti qui n'avaient pas d'agrément. Il y a des partis aujourd'hui qui veulent faire des activités en violant les propres textes qui les constituent, qu'eux-mêmes ils ont rédigés, ils ont fait valider par le ministère de tutelle. Tout le monde nageait dans l'illégalité. Si aujourd'hui on veut ajuster ça, alors c'est une façon de dire que lorsque l'État est défaillant, vous pouvez vous opposer à l'État. Parce qu'un État où personne ne s'oppose à lui, c'est un État qui bascule tout de suite dans l'obscurantisme. Il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Ça, c'est dans les principes de la démocratie. Oui. Mais pas quelqu'un qui vient insulter. Pas quelqu'un qui vient pour combattre ceux qui dirigent parce qu'il veut les combattre. Et il y a aussi une sémantique à faire entre s'opposer, être opposant et combattre l'État. J'ai étudié avec un ami. Oui. On est sorti de la même faculté de droit et lorsqu'on était à un moment dans un débat de salon, il dit non que la mouvance, que le gouvernement gouverne et l'opposition s'oppose. Je dis mais elle doit s'opposer à quoi? Il dit non, elle doit s'opposer au gouvernement parce que sinon il n'y a pas de contre-pouvoir. J'ai dit ok. Si la confusion est dans la tête d'un maîtrisard de droit, ça veut dire qu'elle est à une autre dimension exponentielle dans le cerveau de quelqu'un qui n'a jamais fait l'école. Oui. On ne s'oppose pas à l'État parce qu'il faut avoir ce postulat pour être vu comme opposant. On s'oppose à l'État lorsqu'il pose des actes qui violent les lois de la République ou qui ne sont pas favorables à la population. C'est de ça qu'on s'oppose. Aujourd'hui, l'opinion la plus partagée est celle de dire que la mesure du ministère de l'administration du territoire vise à déstabiliser les grands partis, toujours entre guillemets, afin d'aménager un boulevard de maintien au pouvoir pour le général Mamadi Doumbouya. En d'autres termes, il considère que c'est une menace à la démocratie, le fait de suspendre, le fait de dissoudre des formations politiques sous le prétexte que des principes à la matière ont été violés. Quelle réponse avez-vous à donner à cette opinion? D'abord, lorsqu'il pense que c'est ouvrir le boulevard au général Mamadi, pour avoir quoi? Pour se maintenir au pouvoir. Mais il a le pouvoir. Oui, mais Et pour le briguer, c'était plus difficile que se maintenir. Et pour le briguer, il n'a pas eu besoin de ses politiciens pour avoir le pouvoir. Il s'est levé à 5 heures du matin, il a foncé sur Sectouria, il a pris le pouvoir. Ce n'est pas un politicien ou un groupe de politiciens qui vont l'empêcher de rester s'il a l'intention de rester. Ça, c'est deux. Troisièmement, aujourd'hui, le travail que le général Mamadi Doumbouya est en train de faire, c'est ce qui lui ouvre le boulevard.
Dans toutes les villes de la République, vous n'irez dans aucune d'elles, même dans les fiefs de ceux qui pensaient être les personnes incontournables de la Guinée, dans leur propre fief, aujourd'hui, Général Mamadi Doumbouya a la majorité absolue de l'opinion. À ce niveau, les gens parlent d'engagement pris le 5 septembre, de laisser le pouvoir aux civils au bout d'une transition qui ne devrait pas dépasser 36 mois. Oui. Et la mesure ou la célérité avec laquelle des partis politiques ont été sanctionnés interviennent dans ce contexte de pression pour qu'ils cèdent le pouvoir, pour qu'ils ne se présentent pas à la prochaine présidentielle. Alors, il faut qu'on regarde les choses. En 2020, quand les partis politiques qui étaient réunis autour du mouvement politique FNDC ont décidé librement de ne pas aller aux élections, ils l'ont dit, il y en a même qui ont juré, la main sur le cœur, qu'ils n'iront pas et que d'ailleurs personne n'ira, ce qui est en soi antidémocratique. Oui. Mais le fait de prendre un engagement solennel de ne pas aller aux élections, c'était un acte fort. Entre les législatives et les présidentielles, les ténors, certains, ont jugé nécessaire de changer de stratégie et de se présenter. Oui. Ça n'a choqué aucun Guinéen. Oui. Les gens ont trouvé que c'était normal, ils ont accompagné, il y a eu l'élection. Vous comprenez? Oui. Le général Mamadi Doumbouya, quand il a pris le pouvoir, il n'avait pas l'intention de durer. Si vous vous souvenez, l'exemple qu'il a donné à la RTG quand il est venu, il a donné l'exemple du Ghana, de Jerry Rawlings. Oui. Mais quelle a été l'histoire de Jerry Rawlings? Il a fait le coup d'État, il a vite rendu le pouvoir aux civils, il était obligé de reprendre un autre coup d'État pour sortir son pays de la misère. Vous voulez que le général Mamadi fasse la même erreur? Qu'il prenne le coup d'État, qu'il organise des élections, après qu'il envoie des civils qui vont faire la pagaille, il n'a rien assaini, il n'a rien changé, il envoie les mêmes personnes. Aujourd'hui, ceux qui ont pillé la Guinée hier, qui sont dans une position estimée forte pour encore briguer un autre mandat, risquent de se retrouver au sommet de l'État pour reprendre la même gabégie. Vous voulez qu'il soit obligé de refaire un autre coup d'État? Non. Alors ceux qui pensent qu'il a pris un engagement, oui, le général a dit « je ne vais pas être candidat et je ne vais pas, aucun membre de mon équipe ne sera candidat ». Mais il a dit ça quand il a pris le pouvoir. 3 jours après, il a invité tous les politiques. Il a interrogé, il a vu toutes les couches socio-professionnelles du pays. Il a discuté avec tout le monde et il avait une sincérité inébranlable. Oui. Et quelques semaines après, la classe politique, globalement, à une majorité exponentielle, a trahi sa confiance. Il a dit, envoyez-moi des mémos pour qu'ensemble on fasse la refondation et qu'on essaie de travailler main dans la main. Les gens, au lieu de lui envoyer des propositions de réforme, des méthodes, des dates et des procédures, ils lui ont envoyé un chronogramme. Ils se sont rivalisés d'ardeur et de générosité à vouloir le dégager du pouvoir en 8 mois, en 12 mois, en 15 mois, en 18 mois. Lui et son équipe, ils ont compris que tout cet agglomérat de petits politiciens ne sont mus que par la seule volonté de prendre le contrôle du pays. C'est pas faire les réformes, c'est pas développer la Guinée, c'est pas nous sortir de la misère, c'est simplement contrôler ce pays-là. Alors s'il décide, si on veut lui faire décider, parce que lui, il n'a jamais dit à un Guinéen, je serai candidat. Alors si on veut qu'il soit candidat et qu'il continue sa réforme, et qu'il accepte cela, il aura fait comme ce qu'il a vu les autres faire. Oui. Et en plus, un engagement personnel, ce n'est pas violer une loi. Aucune loi ne dit que Mamadi ne peut pas être candidat. Ce n'est pas violer une morale. Aucune morale ne dit que Mamadi Doumbouya, fils de la Guinée, ne peut pas être candidat. Non, on parle souvent de la parole donnée du soldat. Mais la parole donnée du soldat, le soldat va en guerre, il dit « je vais aller mourir pour mon pays ». Mais quand il tire, on lui somme de faire la capitulation. Vous le savez, ça? Oui. Alors, donc le soldat, il va en guerre, mais quand ça tire, il n'a plus d'armes, il recule. Il ne va pas pour se suicider, non? Revenons à l'évaluation des partis politiques. Cette démarche du ministère de tutelle apporte quoi, concrètement? Parfait. D'abord, ça fait de la Guinée un pays respectable. Parce que quand on était en train d'évaluer
les démocraties, on ne parle que de l'État. Mais la balance démocratique se mesure par toutes les composantes du paysage qui permet d'évaluer la démocratie. La mouvance et l'opposition. Oui. On a la mouvance la plus répressive et l'opposition la plus sauvage. Oui. Donc, dans cet exercice, l'État a un rôle régalien de recadrer et d'abord se recadrer lui, ensuite recadrer les autres. Tous ces partis qui ont des agréments devaient être enregistrés, cartographiés, identifiés et les textes devaient être connus et contrôlés et les biens devaient être vérifiés par le ministre en charge de l'administration. Ce qui a échappé à tous les ministères qui se sont succédés. L'État était défaillant. À ce niveau. Aujourd'hui, l'État est en train de se refonder. Donc, ils ont un fichier numérique de l'ensemble des acteurs politiques qui se déclarent comme étant des entités politiques appelées partis. Ils les ont cartographiés, ils les ont identifiés, ils les ont géolocalisés. Maintenant, ils ont fouillé l'ensemble des documents que les lois leur demandent de voir, de contrôler en tant qu'État. Les comptes bancaires, les avoirs du parti, il ne faudrait pas qu'on bascule dans des partis qui vont aller être des officines des narcotrafiquants ou bien des réseaux de blanchiment d'argent. Oui. On vérifie ton compte bancaire, on vérifie tes sources de nantissement, on vérifie qu'est-ce que tu apportes à ce pays-là dans l'exercice de ses fonctions d'opposant ou d'animateur politique. Oui. C'est-à-dire les contenus thématiques des formations que nous disons donner aux gens. Parce qu'un parti a pour devoir de concourir à l'émancipation, la sensibilisation, la formation, l'information des citoyens. Oui. Aucun parti ne fait ça, à part nous qui sommes appelés les petits partis. Oui. C'est-à-dire les partis les plus intelligents, les plus grands partis, en réalité. Oui. Les autres, les partis de masse, c'est venir insulter la gouvernance quand ils sont contre toi, ou venir dire tout ce qui est fait est bon, c'est parole d'évangile, quand ils sont de la mouvance. Vous comprenez? Donc, l'importance de cet exercice, c'est de normaliser la corporation, la vérifier et la mettre sur les chemins de ce que la loi a prévu pour ça. Au regard de cette épée de Damoclès suspendue aujourd'hui sur les acteurs politiques et même les responsables de la société civile, a-t-on le droit de craindre un recul de la démocratie à raison d'un excès d'autorité de la part de l'État? Non, non, même le président de la République a une épée de Damoclès sur sa tête. Parce que s'il ne donne pas satisfaction, le peuple va le désavouer, il risque de perdre le pouvoir. C'est pourquoi il fait les routes, c'est pourquoi il s'implique, c'est pourquoi il fait tout pour que le peuple soit témoin de ce qu'il est en train de faire. Si lui-même il a une épée de Damoclès, pourquoi pas les politiciens qui veulent le pouvoir? Il n'y a pas de risque de règlement de compte? Non, il n'y aura pas de règlement de compte parce que le MATD ne peut pas inventer un document qui n'est pas inscrit dans la loi et vous opposer de rechercher ce document. Aujourd'hui, tout ce qu'il nous demande, c'est listé. Peut-être il peut y avoir quelques si vous voulez, de l'humanoïde, comment, j'aime appeler ça souvent, faire des actes humanoïdes. C'est-à-dire que quand vous êtes fâché contre quelqu'un, un document qui devait être reçu ici, vous le ramenez en seconde lecture. Vous grignotez le temps juste pour fatiguer la personne. C'est ce que le ministère peut faire. Mais pas dire que voilà, on vous suspend sans vous dire pourquoi vous êtes suspendu. Les partis suspendus savent pourquoi ils sont suspendus. Les partis dissous savent pourquoi ils sont dissous. Même s'ils ne le disent pas à l'opinion, ils savent. Ils savent, on a tous reçu les documents dans lesquels il y a la liste exhaustive des dossiers à fournir et qui tiennent de la loi. Et dans ce débat, certaines personnes pensent que les partis ayant un potentiel grand électoral doivent avoir une certaine immunité, ne doivent pas subir des sanctions parce qu'ils ont un électorat considérable. Aujourd'hui, personne n'a un électorat considérable. Mamadi a tout raflé. S'il devait être politicien, c'est lui qui allait être le majoritaire dans ce pays-là. Pourquoi? Oui. Dans les fiefs des partis dits les plus puissants, oui. Quand les gens se lèvent pour sortir pour Mamadi, ils vident toute la ville. On a vu l'abbé. Quand l'abbé est sorti, qui était resté là? Aucun partisan de Sellou n'est parti là-bas pour le carnaval, le match de plébisciter le président, le général Mamadi Doumbouya. Alors, qu'est-ce qui était resté dans les maisons? Rien.
On a vu les autres villes, Kankan, on a vu Zérékoré. Kankan, c'est le fief du professeur Alpha Condé. Qu'est-ce qui était resté dans les maisons? Ce sont ces militants, mais après, quand vous comparez ce qui est sorti pour Mamadi et ce qui est resté pour les opposants, personne, ce rêve de grandeur, c'était dans les annales de l'histoire, les années 2010, avant la naissance de certains enfants qui sont aujourd'hui à l'école primaire. On est aujourd'hui à l'heure de la refondation et à l'instant Mamadi Doumbouya, comme le disait mon ami Amara Senkoum. Aimable lecteur du quotidien en ligne, infobrick.com, vous nous suivez à travers la licorne joyeuse de la chaîne panafricaine Afrique Info TV, canal plus 178. Nous sommes pratiquement vers la fin de notre entretien. Honorable Boubacar Siddigui, avez-vous un autre message à nous confier par rapport à ces questions? C'est de dire que le ministère, on le remercie, on les félicite. Mais d'être encore beaucoup plus souple et flexible. Parce qu'ils doivent comprendre que cet exercice n'est pas fait juste pour nous corriger, nous politiciens, mais eux-mêmes pour les corriger, parce que c'est des gens qui refusaient d'agréer des partis que la loi les donne injonction de faire. Donc, nous aussi, on est en droit de vous donner un délai, de vous ajuster. Sinon, on va tous se réunir pour aller voir le chef suprême et lui dire que vous êtes en train de violer la Constitution. Donc cet exercice... Il n'y a pas de Constitution pour le moment. Oui, mais ça tient lieu de Constitution, la charte. Et dans cette charte-là, toutes les facultés sont répertoriées et réaffirmées. Donc si le ministère est prompt à être très dur sur les règles, on est d'accord. Mais tous les partis qui ont eu leur agrément à travers une décision de justice, nous voulons voir le ministre signer les agréments en injonction de cette justice. Si vous ne faites pas ça, on va vous attaquer, on va vous poursuivre. Et on va dire au président que vous êtes prompt à déclarer les uns violeurs de la loi, mais vous continuez à la violer. Et vous savez que ça ne va pas être bien. L'arbitre, il veille à ça. Il ne nous reste plus qu'à remercier notre aimable invité. Merci de votre aimable attention. Nous espérons pouvoir vous retrouver dans les prochains jours avec un autre invité.